Salut Julien. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ce sont des voitures qui, depuis quelques générations, entre au début les RS2, ensuite les RS4, les RS6, les S4, les S8, qui sont une génération de voitures qui correspondent tout à fait à le monde actuel par rapport au gouvernement, c'est-à-dire pas trop tape à l'œil, mais qui restent des voitures extrêmement efficaces, voire les plus efficaces du marché. Donc on va passer une très bonne journée. En plus, on va l'emmener sur un circuit. Ça va nous permettre de voir dans un premier temps comment la voiture se comporte purement sur la route, et puis après on ira aller pousser dans ses derniers franchements. Tu vas voir, toi qui aimes le sobre, il me semble, tu vas être content. Ouais. C'est sobre et de bon goût. Et c'est du vrai carbone. Et c'est du vrai carbone. Ce qui est très rare, et je ne citerai pas la... Il y en a partout, hein, il y en a juste que sur le moteur. J'ai relevé le volant qui est réglable en double position, ce qui est très intéressant. Donc en profondeur et en hauteur. Donc évidemment, de toute façon, de manière générale, les Audi offrent une position de conduite exemplaire. Ah, je sais que t'aimes bien, ouais, parce que c'est pas la première Audi que je te fais essayer, notamment la RS4. Assez bizarrement, dans la RS4, on est assis un peu plus bas, ce qui est encore plus agréable, mais vraiment pour les initiés, sinon la position de conduite, il n'y a rien à dire. Mais j'ai les genoux qui touchent, c'était pas le cas, alors maintenant je cherche d'autres positions, mais là je vais plus en avant, donc une position peut-être moins couchée. Je vois qu'il y a des petites palettes de sélection de vitesse. Ouais, et là c'est pas une vraie boîte séquentielle, mais effectivement il y a des palettes derrière le volant. Ouais. Il y a que Très BM. dernièrement qu'ils ont trouvé dans le groupe d'ailleurs, puisque c'est l'Audi TT 3 litres 2 qui va en profiter d'un système très performant avec des changements de rapport en 2 dixièmes de seconde, ce qui est extrêmement rapide puisque la plupart des standards c'est au-delà de... c'est dans les 4-5 dixièmes, et à part une autre marque allemande qui est BMW maintenant Audi, ils ont trouvé une efficacité remarquable, et toujours avec les petits gadgets qu'on a découverts dans des voitures très sportives et dans la Clio Trophy en particulier, qui sont les relances moteurs dans la Clio Trophy de course bien sûr, les relances moteurs immédiates quand on veut changer de rapport, que ce soit une boîte mécanique ou une boîte automatique. Donc on va essayer tout ça. Maintenant, quelque chose qui est vraiment sympa, c'est ça, pour quelqu'un qui aime bien le bateau comme moi, c'est cette carte. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. C'est très sympa, on connaît son point GPS immédiat, mais le vrai, hein, donc ça sert pas du tout à l'utilisation de la voiture, mais c'est quelque chose que j'avais pas vu encore sur un GPS. Donc là en fait on va sur le circuit de ton papa, c'est ça hein? Voilà. Et depuis, donc ça fait 13 ans que ça existe, mais depuis un an avec le nouveau gouvernement, on voit bien que la formation et tout ce qui va dans le sens de la sécurité routière est quelque chose de très très important, grâce à M. Sarkozy, grâce ou à cause, hein, ça dépend des gens. Et en tout cas, je pense que c'est vraiment, il était précurseur en ce domaine, et aujourd'hui ça va lui servir énormément. Et enfin, le choix du nouveau gouvernement en termes de sécurité va lui servir en termes de business, tout simplement. C'est quand même la 4e priorité du gouvernement. Ah, c'est clair, donc il ne pourra jamais être aidé par l'État, mais en tout cas, il y aura sûrement des actions qui vont se faire pour le gouvernement pour favoriser les stages. Pourquoi pas imaginer une prime en stage, ou même les constructeurs qui vont intégrer lors de l'achat d'une voiture, mais ça je parle pas maintenant, hein, je parle pas de ça pour maintenant, je parle de ça peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils intégreront, comme ils intègrent aujourd'hui l'assurance, le crédit, ils intégreront la formation et la formation post-permis. Voilà. Tu te rends compte qu'effectivement entre le permis moto et le permis voiture, il y a quand même une aberration. On t'apprend à faire des freinages d'urgence, on t'apprend à faire des évitements, et en voiture pas du tout, quoi. C'est un truc qu'on t'apprend pas à faire, quoi. On t'apprend même pas à freiner, quoi. Oui, mais à côté de ça, aux États-Unis, le passage du permis de conduire est encore plus simple. Ça se passe en une demi-heure ou en 1 heure sur un parking de supermarché, et c'est pas pour autant qu'il n'y a plus d'accidents. Donc le permis de conduire est une chose, la formation post-permis en est une autre. Je vois mal aujourd'hui la sécurité routière dans le cadre du passage de permis intégrer un truc aussi lourd que ça, parce que déjà que c'est relativement long de passer son permis, donc si on rajoute ça, en revanche dans les stages de récupération de points, et c'est marrant parce qu'ils n'ont pas tous la même méthode. Autant le permis de conduire, bon je pense qu'il y a une différence entre les examinateurs et les moniteurs, mais finalement il y a très peu d'écart, hein, le delta est très, très faible. Et dans le stage de récupération de points, moi j'en ai fait un, j'ai passé, je me croyais à l'école, hein, j'ai passé 2 jours. Non mais c'est des choses qui m'étaient pas arrivées depuis très longtemps, c'est-à-dire de ne pas pouvoir lutter contre le sommeil. C'était l'Exoville et Temesta qui me parlaient, et c'était un calvaire, et à côté de ça,
parlait de stages qui étaient vraiment intéressants, avec des manœuvres, avec de la prise de conscience, avec de l'action, hein, pas seulement des dires et des diapositives qui passent. Et non mais c'était des trucs incroyables. J'ai fait des études de cas d'accident, mais on ne peut pas généraliser un accident. Et là, il faisait de la généralisation. C'est trop facile d'incriminer la vitesse, alors qu'en Italie, ils vont passer de 130 à 150. Il y a trop... C'est fait. Hein. Ouais, voilà. Donc, c'est ce qui est condamnable et ce qui est important, c'est la survitesse. Hein. Il y a des rues dans Paris à sens unique avec des voitures garées de chaque côté. On ne peut pas rouler à 50 km/h. Ou alors, tu peux pas rouler à 30. Ouais. Et voilà, il faut être extrêmement vigilant, avoir des principes et des concepts de conduite de base qui vont dans le sens de la sécurité et de la logique et de la responsabilité, pas de l'application d'un règlement, je dirais pas bidon, mais basique. Voilà. Bah, ça fait marrant quand même de parler de sécurité routière à l'intérieur d'une voiture qui développe quand même 450 chevaux. Oui, mais regarde, là, on s'en rend pas compte qu'elle développe 450 chevaux. On est bien installé. Tout à l'heure, je parlais de la colonne de direction. J'avais les genoux qui touchaient, mais finalement, ça se passe très bien et je ne l'ai pas encore touché. Je l'ai touché à l'arrêt parce qu'on est toujours un peu critique, mais l'important, c'est de se trouver en situation réelle. Donc, la voiture, même si elle fait 450 chevaux, c'est censé être la berline et voir le break le plus sportif et le plus puissant au monde. Ouais. Là, on vient de faire quelques kilomètres dans une voiture extrêmement confortable, silencieuse, agréable, précise. C'est sûr que ce surcroît de puissance peut nous permettre cette réserve pour éviter de se mettre dans une situation dangereuse, mais généralement c'est l'anticipation qui permet de le faire et non pas le surcroît de puissance. Donc la sécurité n'est pas vraiment liée à la puissance, mais il ne faut pas penser que c'est la voiture qui va vous éviter un accident. La voiture va permettre, dans le cas d'un accident, d'éviter que ce soit grave pour vous. Quel est le principe de conduire juste de l'école de mon père? Il est très simple, c'est qu'on n'apprend pas à rattraper un survirage, à contrôler la voiture en dérapage. Le but, c'est d'éviter de se mettre dans une situation difficile et dans une situation de glisse par l'anticipation. Ouais, dans cette voiture, c'est qu'en fait, elle est quand même bourrée d'électronique. Hein. Tu sais que tu as ne serait-ce que le blocage électronique du différentiel. Ça correspond à quoi ça techniquement? C'est quelque chose qui se fait bien sûr en rallye. Ça aide à avoir une stabilité optimale, quel que soit l'angle du virage, la vitesse à laquelle on passe ce virage. Et donc c'est une adaptation permanente pour avoir des vitesses de roue différentes, mais le plus proche de ce qui doit être pour optimiser la tenue de route. Il y a également donc l'ESP. L'ESP, tout le monde sait ce que c'est, c'est le contrôle électronique de stabilité. Il y a un EBV, qui est un répartiteur de freinage. Très bien. Il y a un ASR, qui est donc l'anti-patinage. Et il y a également le MSR. Et le MSR, c'est le régulateur de couple d'inertie moteur. Ah, en vrai, une chose intéressante. Alors, une colle? Là c'est une vraie colle. Hein. C'est une vraie colle. Est-ce que justement cette technologie-là est issue de la voiture de course? Elle est issue de la voiture de course. Enfin, finalement, la Formule 1, bien sûr, apporte quelque chose, mais le développement ultime après de ces systèmes, c'est vraiment les constructeurs, et ils ne sont pas forcément engagés en Formule 1 qui le développent. Et de toute façon, la Formule 1 est extrêmement limitée, et en rallye, il y a beaucoup moins de limitations électroniques qu'il y en a en Formule 1 à l'heure actuelle. Tu trouves pas ça bizarre d'avoir une boîte auto sur une voiture aussi sportive? Non, parce qu'aujourd'hui, les boîtes automatiques sont vraiment top niveau. On l'a pas essayé, il faut être descendant sport, c'est ça? Ouais, là il y a quand même une très grande rapidité des passages de vitesse. On va juste regarder s'il fait la relance moteur. Parce que je suis un peu haut en régime. Il n'y a pas de relance moteur, mais quoi qu'il en soit, les vitesses passent extrêmement rapidement. Je veux dire, la boîte automatique, le désavantage d'une boîte automatique peut être éventuellement dans la consommation, parce que c'est vrai que ça consomme un peu plus, et pour les puristes vraiment, dans la vitesse de passage des rapports. Et la plupart des voitures de sport aujourd'hui utilisent ce compromis, d'autant plus dans une voiture comme l'Audi RS6 qui mêle à la fois la sportivité vraiment brute et très avancée, mais aussi un confort et un luxe très avancé. Donc la plupart des voitures aujourd'hui luxueuses et haut de gamme sont en boîte automatique, et je vois pas pourquoi la RS6 ferait exception à la règle. Aujourd'hui, il y a peu de défauts
à la génération actuelle, il y a peu de défauts qu'il y avait il y a 10 ans. Bon alors, les puristes voudront un embrayage, une vraie boîte 6, mais là je sais pas combien il y a de rapports, il y en a 5 en automatique, mais bon, ça va très bien. On peut élaborer sur le moteur de la S6 qui est donc un V8 4 litres 2, 4 abracadabres en tête, 40 soupapes. Et donc là en plus tu as 2 turbos KKK, tu as 2 échangeurs d'air, tu as des tubulures d'échappement et d'admission redessinées, tu as un circuit de refroidissement optimisé. C'est quand même énorme. 1 tonne 900 sur une voiture, même si c'est un gros break. Ouais, mais enfin bon, là pour l'instant, j'ai pas encore senti le poids de la voiture. Toute la qualité de la fabrication et de l'étude technique des trains roulants, du moteur, de l'adaptation du différentiel font que on va avoir l'impression de conduire une voiture certainement qui ne fait qu'une tonne 3, une tonne 4. Quand la voiture est vraiment bien faite, le poids n'est pas une réelle contrainte. Non, même si la voiture est rigide en suspension, elle reste super agréable. Super agréable. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Pourtant, ils ont mis des ressorts au terrage plus ferme par rapport à l'S6. Le terrage des ressorts a été monté de 30%. On sent bien sûr que c'est ferme, mais ça ne tape pas. On n'est pas chahuté dans la voiture. Bah, c'est-à-dire que moi, je sors d'une Mini Cooper S. Ah oui, là, t'es chahuté. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on s'habitue vite à ce genre d'accélération. Elle est très linéaire, extrêmement coupleux grâce aux 2 turbos, donc c'est pas une puissance dans les hauts régimes, bien que ce soit vraiment linéaire et de grande qualité jusqu'au régime maxi, c'est incroyable. Tu veux peut-être savoir l'équipement, déjà le prix éventuellement. Le prix, si ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse beaucoup évidemment. Alors celle-là elle est à 100 000 euros, 100 000 et 300 euros. Ceci dit, une M5 coûte quand même beaucoup moins cher. La M5 elle est à 82 800 euros. Et elle fait que 400 chevaux. Non mais bien sûr, la M5 est un super rapport qualité-prix et performance. Là on est sur un autre standing. Maintenant c'est une voiture qui est relativement nouvelle, qui a des prétentions. La M5 ça fait quelques temps qu'elle existe maintenant et on verra le prix de la prochaine. Ouais. Aujourd'hui je pense que le jour où Mercedes va sortir sa E55 AMG, ce sera, si c'est pas déjà sorti, c'est déjà sorti, mais à mon avis c'est soit dans cet ordre de prix, soit un tout petit peu plus cher. Ouais. Et puis elle fait 480 chevaux. Ouais, elle fait 30 chevaux de plus. Ouais. Non mais ce sont des voitures qui sont destinées à une clientèle extrêmement aisée, pas forcément avide de sensations, mais vraiment friand, voilà, prestige discret. Et c'est comme si on achète plus facilement du château Margaux plutôt qu'un château de la région de Margaux. Comme le pavillon rouge par exemple, qui est le château Margaux déclassé, qui coûte finalement beaucoup moins cher. Le pavillon rouge du château Margaux, c'est la RS4 par rapport à la RS6, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Bon, sinon c'est une voiture en termes d'équipement, donc pour ce prix cadeau de 100 300 euros, elle t'offre quand même des airbags frontaux et latéraux avec grand volume, elle t'offre des airbags de tête, rideau avant et arrière, elle t'offre donc tous ces dispositifs électroniques comme l'amplificateur de freinage, d'urgence BS, aussi je crois chez Mercedes, chez Renault aussi maintenant, chez Peugeot. Et là en fait ça permet donc justement de garder une pression sur le frein pour que la voiture s'arrête effectivement et qu'elle n'aille pas s'encastrer un peu plus rapidement encore dans la voiture de devant en fait. Le capot est en alu. Très bien. Alors on sait que chez Audi c'est un peu leur cheval de bataille, c'est l'alu. Et le châssis ne l'est pas. Le châssis n'est pas. Tu as des chauffages sur les sièges avant avec 6 positions, un thermostat à 6 positions. Et donc tu as ce fabuleux GPS qui fait également donc radio, CD et télévision. Et puis en option, écoute, en option nous on a que le toit ouvrant en fait. Ouais, je pense qu'à ce prix-là, à 100 000 euros, autant tout prendre. Oui, de toute façon, ouais. La voiture est vraiment agréable en précision de conduite. C'est très impressionnant. Tu parles en termes de direction, en termes de direction, une prise de roulis qui est très faible, donc une sensation à l'intérieur de la voiture quand on s'inscrit dans les virages de virer à plat et de ne pas subir finalement la force centrifuge. Et un freinage qui est relativement efficace. Ça on le testera tout à l'heure, mais voilà, on passe quand même, on se rend pas compte, on passe relativement vite, tout dans une grande souplesse. Déjà, il y a une force de décélération qui est comparable à 1,1 G.
Ah, c'est beau. Avec une technologie donc, de freinage issue de la compétition. Et il y a 8 pistons sur les disques à l'avant. Et trier 8 pistons à l'avant. Non, tout est fait pour que ce soit exceptionnel. Ça accélère très fort, mais ça freine également très fort. Non, c'est vrai que il y a rien à dire, mais une boîte automatique 6 vitesses, ça aurait été encore plus agréable. À chaque fois, on on gagne peut-être 1500 tours, même à basse vitesse, à chaque fois qu'on change de rapport, qu'on rétrograde. Ce qui fait que ça fait une décélération qui n'était pas très agréable, mais autant rester dans ce cas-là en pur automatique. Il y a deux façons de régler c'est pas un problème, hein. Loin de là, c'est pas un problème. Une façon d'améliorer la qualité des rétrogradages, c'est de rajouter une légère relance moteur, ce qui fait que la coûte de décélération du frein moteur sera moins importante et donc plus souple, plus agréable, et une boîte 6. Le fait qu'on ait un moteur biturbo V8, on a un couple extraordinaire, comme tu l'as dit, à près de 60 mètres kg, donc 6 rapports, c'est pas fondamental, mais je pense qu'on le verra sur le circuit, et si on veut vraiment la conduire de façon très sportive, une relance moteur, une boîte 6, ça aurait été peut-être un tout petit peu mieux, ça aurait apporté un tout petit plus. Voilà. Si on parle du freinage un petit peu, les disques en fait, le diamètre des disques à l'avant atteint 365 mm Ouais. et 335 à l'arrière. Et tu verras que ce circuit, à mon avis, ce qui va un peu te bluffer, tu remarques effectivement que la voiture elle vire relativement à plat quand même. Ouais. Et ça en fait c'est dû à un nouveau système qui s'appelle DRC, Dynamic Ride Control. Alors en fait les amortisseurs sont reliés entre eux 2 par 2 en diagonale via une vanne hydraulique centrale qui assure une circulation hydraulique entre les amortisseurs avant et arrière. Et si j'ai bien écouté, c'est uniquement un rapport entre l'arrière et l'avant. C'est pas un Voilà, rapport ouais. droite-gauche. Donc c'est pas ce qui va limiter le roulis. Si parce que c'est droite-gauche mais en diagonale. Et en diagonale, d'accord. Bon, bah, d'accord. Donc c'est à la fois sur le tangage que sur le. C'est très difficile de trouver un compromis entre une voiture qui vire à plat et donc on n'a pas la sensation de roulis et de vautrage, si je peux me permettre l'expression, Oui, tu peux, oui. dans les courbes, et d'avoir une voiture facile à conduire, précise et à la fois souple. En fait, cette voiture, donc, le moteur est mis au point par Quattro GmbH, il est développé conjointement avec Audi AG, mais en revanche, la voiture est entièrement finalisée à la main dans l'usine Cosworth en Grande-Bretagne. Ouais, c'est intéressant de savoir que Cosworth, extrêmement lié à Ford depuis tant et tant d'années, sur les préparations moteurs et sur quelques séries, on se rappellera des Sierra Cosworth qui étaient des voitures extraordinaires. Et pour les constructeurs allemands qui avaient peut-être plus l'habitude de confier leur voiture, le développement moteur et le développement châssis plutôt à la sous-traitance Porsche. Ouais, Porsche qui fait énormément de choses, c'est pas très connu, mais la profitabilité de Porsche aujourd'hui réside bien sûr dans la qualité et la vente des voitures, mais aussi dans la sous-traitance d'études réalisées pour les autres constructeurs. Et c'est énorme. Même des constructeurs français vont chez Porsche pour aller développer certains points très précis, et Audi l'a fait avec les premières RS2, puisqu'on se rappelle des étriers rouges Porsche, si tu te rappelles bien. Et donc là c'est marrant et intéressant de savoir que Cosworth a eu ce privilège et Audi cette idée. Aujourd'hui le moteur de la Peugeot 206 RC est développé par Lotus en Angleterre. La Clio Williams de la même façon et la Clio V6 étaient assemblées par TWR, donc Tom Wakinshaw Racing. Donc pour des aspects vraiment purement sportifs et dans un but de faire une voiture d'exception, ils vont confier ça à des spécialistes, même si aujourd'hui on se demande pourquoi Mercedes et Audi ne le font pas. Certainement. Mercedes a intégré AMG maintenant. Oui, a intégré AMG, mais à côté de ça, ils vont le faire préparer chez AMG, même si AMG est intégré à Mercedes aujourd'hui. Mais ça a mis longtemps à se faire. C'est pas un département finalement qui est né chez Mercedes. Mais au départ, c'est un préparateur extérieur. Ah, donc là, nous arrivons sur le circuit, l'espace Jean-Pierre Beltoise. Ce circuit, tu tournes souvent, toi, pour tes loisirs? Non, je l'ai fait quand j'étais avide de course, juste avant de me lancer dans ma carrière de sport, de pilote automobile. Non, j'y vais de temps en temps pour essayer des voitures comme celle-ci.
Il y a plein d'opérations qui se font ici, plus que les stages de pilotage purs. Bridgestone va faire une présentation produit ici avec des BMW Z4. C'est un circuit qui sert aussi à des essais automobiles et à des essais de petites voitures, puisque il y a plusieurs pistes. À la fois une piste qui ressemble beaucoup à la route de tous les jours, des parties plus ou moins lisses et plus ou moins dégradées, donc ça convient très bien justement à tout ce qui concerne les vibrations, les amortissements, la sensation de bien-être sur les changements de revêtement et donc des réglages de train avant. Et elle sert aussi aux partenaires du circuit comme Peugeot à faire des opérations exceptionnelles, des lancements de produits, et même dans le groupe PSA puisque Citroën le fait aussi. D'accord. Voilà.